Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce journal du mardi 4 mars. Voici les principales informations que nous allons développer ce soir. Les bons alimentaires bientôt dématérialisés à travers une carte Fa'atupu. 10 000 exemplaires doivent être distribués aux familles identifiées par les services sociaux. On vous en dit plus au début de cette édition. Le mode de scrutin des élections territoriales en Polynésie française est-il suffisamment équilibré? C'est une des questions auxquelles doit répondre une mission flash créée par la délégation aux Outre-mer. Ce mode de scrutin pourrait donc évoluer. Le projet de loi du pays relatif aux nouvelles conditions d'affiliation au régime des non-salariés de la CPS, le RNS, a été examiné par le CESEC qui a émis un avis défavorable. Avant le vote à l'Assemblée, il devrait être modifié, ajusté. Nous allons savoir sur quel point précis avec nos invités Cédric Mercadal, ministre de la Santé en charge de la protection sociale généralisée, et Nicole Sanquer, députée et représentante non inscrite à l'Assemblée de Polynésie. Ils vont débattre durant notre rubrique Regards croisés. Les deux premiers tours de la RTT Rangiroa Pro se sont disputés aujourd'hui à Avatoru dans de bonnes conditions. Les tubes étaient au rendez-vous, mais la journée a été fatale aux surfeurs tahitiens. Il ne reste plus que 4 athlètes locaux en lice dans cette compétition. David Chong nous dira tout sur cette première journée. À 4 jours de la Journée internationale des droits de la femme, rencontre ce soir avec une spécialiste du poé, cette purée de fruits mélangée à de l'amidon que l'on déguste durant les Matéiti. Elle en a fait son fonds de commerce. Merci d'être avec nous. C'est une petite carte, la carte Fa'atupu, qui va remplacer les bons alimentaires. Cette idée de dématérialisation n'est pas nouvelle, mais cette fois, le ministère des Solidarités veut généraliser le système. 10 000 exemplaires seront distribués. Les montants crédités sur cette carte de paiement varient en fonction du quotient familial. Nicolas Suir, Jérôme Lee. La carte Fa'atupu remplace les bons alimentaires et l'ancienne carte existante. Tinia Tua connaît le système par carte et le préfère pour sa souplesse. Contrairement au bon, pas besoin de tout dépenser dans un seul magasin. Tu n'as pas besoin de faire les courses pour 30 000. Tu fais les courses moins de 1 000 francs, 4 000 francs. Et avec les 30 000, ça peut rester, quoi. C'est mieux pour moi pour gérer parce que moi, à la maison, je vois qu'est-ce que j'en ai besoin. Et avec ça, je vais faire mes courses. Et pour le commerçant également, la carte de paiement présente un gros avantage. Le temps d'envoyer le bon original plus la facture, ça prend 2-3 semaines, voire plus. Avant qu'il se fasse payer. Tandis que la carte, dès que c'est débité, comme toutes les cartes, c'est sur leur compte. Au total, 10 000 cartes Fa'atupu seront distribuées d'ici le mois de juin. Une action présentée à plusieurs ministres et des représentants de la CPS. Cette carte a avant tout un but social, rendre une certaine dignité aux moins bien lotis de notre société. Que les personnes défavorisées ne soient pas stigmatisées, parce qu'avec des bons papiers dans les magasins, ce n'est pas évident. Et souvent, ce sont des personnes qui sont mises de côté, on les fait attendre, enfin bon. Restent 5 000 personnes qui refusent d'adopter la carte parce qu'ayant trop de difficultés à utiliser Internet. Et 1900 cartes Fa'atupu ont déjà été distribuées. Il en reste donc plus de 8000 à déployer. Le mode de scrutin des élections territoriales en Polynésie française pourrait être modifié. C'est en tout cas dans cette perspective que les élus polynésiens sont invités à s'exprimer cette semaine à travers des auditions à Trahoy. Des spécialistes du droit apportent également leur expertise. Les détails avec Chiquita Teiva et Mirko Vanfou. Trouver le mode de scrutin qui garantirait à la fois la stabilité et une meilleure représentation de l'électorat polynésien, c'est tout l'enjeu des auditions menées par nos 3 parlementaires. Après le président du pays et les maires, place aux leaders politiques et autres représentants de communes. Pour le parti Aheria Porinetia, qui est à l'initiative de cette mission, la modification de la loi électorale est nécessaire. Nous pensons qu'il faut adapter ce système pour permettre une meilleure représentation politique à l'Assemblée. Aujourd'hui, pour atteindre 12,5% pour figurer au second tour, quasiment plus aucun parti ne peut y accéder, sauf les partis les plus anciens. Et si on laisse les choses se faire de cette manière, on aura une bipolarisation de la vie politique qui n'est jamais bonne pour réformer le pays.
La prime majoritaire de 19 sièges attribués à la liste arrivée en tête avait été promulguée dans la loi organique du 1er août 2011 par la ministre des Outre-mer, Marie-Luce Panchard, afin de ramener la stabilité politique. Envisager aujourd'hui de réduire cette prime pour permettre à d'autres mouvements d'accéder à l'hémicycle ne va-t-il pas fragiliser la majorité ? La démarche de la mission, c'est de réfléchir avant de changer. Et si on aboutit tous sur le fait qu'il faut rien changer, ben, on ne changera rien. On n'est pas là pour changer à tout prix, justement. On est là pour évaluer le prix que ça va coûter. Pour le Tapura, le timing est mal choisi. Selon son leader, ces modifications demandent un consensus. Je pense qu'effectivement, on peut réaménager cette loi, mais en faire entre nous, on fait entre nous une obligation. On se présente en 2028 sur la base de la loi actuelle, mais en 2028, l'équipe qui va sortir s'oblige à ce moment-là à modifier cette loi en fonction du consensus obtenu entre nous avant les élections de renouvellement de cette Assemblée. Mais ce n'est pas gagné. Oscar Temaru et TRI Alpha ont déjà décliné l'invitation des députés. Tout de suite, nous allons parler de la protection sociale généralisée et plus particulièrement de la réforme du régime des non-salariés avec nos deux invités pour un débat en face à face. Place à Regard Croisé. Le projet de loi du pays relatif aux nouvelles conditions d'affiliation au régime des non-salariés de la CPS a donc été examiné par le CESEC. Il n'a pas encore été soumis au vote de l'Assemblée de Polynésie. Il est encore en réajustement, on va le dire ainsi, notamment sur l'étendue des contributions, les champs de cotisation. C'est ce que demandent certains. Pour en parler, nous recevons le ministre de la Santé en charge de la protection sociale généralisée. Bonsoir Cédric Mercadal. Yorana. Et en face de vous, Nicole Sanker, députée de la 2e circonscription et représentante non inscrite à l'Assemblée de Polynésie. Bonsoir. Bonsoir Maruki. La réforme de ce régime des non-salariés, on va dire que c'est le premier gros chantier pour la réforme de la PSG. Cédric Mercadal, votre projet donc a reçu un avis défavorable du CESEC et surtout une grosse opposition de la CPME, de Christophe Plé, son président, qui vous a reproché le manque de concertation. Alors, est-ce que depuis, les choses se sont calmées et vous avez, on va dire, saisi la main tendue, comme il l'a dit lui-même? On est allé au-delà, on avait déjà discuté avant. L'avis du CESEC, déjà dans un premier temps, a été un avis de refus sur la forme, pas sur le fond. Donc les principes même de primauté et autres étaient acceptés par tous les partenaires. Vraiment, les discussions étaient sur à quel seuil et à quel vecteur on accepte ou pas de cotiser. Et c'est là qu'on s'est opposé avec la CPME, avec qui on avait eu déjà des réunions. Depuis lors, on a quand même fait quelques réunions avec la CGPME et avec le MEDEF pour mettre les choses à plat et faire améliorer le texte. Alors, est-ce que ce loyer, parce que c'est le seuil de 250 000 par mois qui pose problème, 3 millions par an, ils ont demandé à monter ce seuil 500 000, soit 6 millions par an aujourd'hui. Qu'est-ce qui est décidé? On a discuté ensemble des loyers, clairement. C'était une vraie question, parce qu'à partir du moment où on abandonne la primauté, il y a bon nombre de gens qui se retrouvent à cotiser aussi sur leur loyer. On a mis une seuil jusqu'à 250 000 francs dans le texte. C'est ce qu'on proposait en net. Ça veut dire que quand on a, en gros, 2 F2, on ne cotise pas, puisqu'on peut déduire les charges d'immobilier. On a moins de 250 000. Complètement. Et à partir de 250 000, on commence à cotiser. Et c'est là la réalité des choses. C'est qu'on ne cotise pas avant sur les sommes qu'on a perçues. On a discuté et on essaie de s'entendre sur un seuil qui nous conviendra à tous. Un peu plus haut. Donc, vous, Nicole Sanker, vous trouvez ça injuste de faire cotiser, par exemple, sur le patrimoine, sur quelque chose qu'on a gagné pendant notre carrière, alors qu'on cotise déjà sur un contrat de travail, par exemple? Oui, exactement. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bonsoir à la population qui nous regarde ce soir. Oui, c'est vrai que nous avons une toute autre politique pour la réforme de la PSG, et notamment, nous contestons cette double cotisation pour des personnes qui cotisent déjà en tant que salariés et qui, parce qu'ils ont des revenus supplémentaires, on leur demande de cotiser. Et on met en avant, en fin de compte,
l'équité, une recherche d'équité. Mais moi, la question que je souhaiterais poser à Monsieur le ministre, c'est cette double cotisation amène-t-il des droits supplémentaires pour ces personnes qui sont amenées à cotiser? D'autant plus que là, vous parlez de venir cotiser le patrimoine, de venir cotiser sur du patrimoine, sur des revenus locatifs qui sont déjà soumis à une grosse taxation. On vient aussi taxer les dividendes qui déjà sont soumis à des taxations. Pour, par exemple, un salarié qui a des maisons à louer, aujourd'hui, il a 4 taxes à payer, l'impôt foncier, la patente, la transaction et la CST. Donc, il participe déjà beaucoup à l'intérêt général et en même temps, il prend des risques parce qu'il est propriétaire d'un terrain, il achète un appartement, il a un engagement au niveau de la banque. Alors, vous me dites, on va regarder les charges. Mais vous savez, quand vous êtes loueur en meublé, il y a des rénovations à faire, des travaux à faire suite à un locataire qui a laissé en mauvais état. Donc, il y a énormément de charges, énormément de taxes et surtout, je ne vois pas ce qu'il pourrait gagner à cotiser 2 fois. En tout cas, Monsieur le ministre, vous répondez à Nicole Sanquer, mais ce qui est sûr, c'est que la situation aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est le contrat qui prévaut sur l'activité. C'est une injustice un petit peu pour vous? Aujourd'hui, quand on a un contrat de travail, les arguments, c'est de Nicole Sanquer. On est au régime des salariés. Quand on n'a pas de contrat de travail, et on cotise, quand on a un contrat de travail, que sur son salaire. Quand on n'a pas de contrat de travail, on cotise sur tout. C'est déjà dans le texte. Quand on a une activité donc de patenté et qu'on n'est pas de salarié, on cotise sur tous ses revenus, y compris sur son patrimoine. C'est déjà dans les textes, depuis 1995. Appliqué. Mais il y a des situations aussi terminées. Vous voulez terminer? Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui font de l'optimisation. On peut voir qu'il y a des gens qui gagnent, qui sont être déclarés au SMIC et qui, à côté de ça, vont gagner 4 000 euros. Qui ont 10 loyers de maisons à louer, par exemple? Pas que des maisons. Il suffit que tu aies une activité annexe de plomberie ou autre. Tu peux très bien te retrouver à être avec un contrat de salarié et ne pas cotiser sur ton activité de plomberie qui te fait gagner de l'argent, réellement. Il n'y a pas que le plombier. Il y a toutes les activités de profession libérale. On connaît des médecins qui, aujourd'hui, c'est un exemple, sont salariés d'entreprise et qui, à côté, ont des activités libérales très fortes et ont la majorité de leurs revenus au RNS, en réalité. Vous êtes d'accord pour taxer ce genre de personnes? Alors, justement, on crée une loi, en fin de compte, parce qu'il y a des fraudeurs, appelons un chat, il y a des fraudeurs, il y en a qui ne déclarent pas tout, mais on va créer une loi générale. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui va devoir subir cette nouvelle cotisation. Mais par contre, moi, la question que j'aimerais vous poser, quels sont les moyens de contrôle à la CPS? Pourquoi ne pas renforcer les contrôles plutôt que de venir encore taxer des choses qui sont déjà lourdement taxées, Monsieur le ministre? Et je terminerai ma réflexion, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit trouver une solution pour réformer la PSG parce que la caisse de la CPS ne va pas bien. Alors, à chaque fois, j'entends un discours comment remplir cette caisse, mais jamais j'entends le discours de dire comment on va maîtriser les dépenses, comment on va réparer les fuites, où elles sont situées. C'est toujours, on revient vers la population qui doit, par des efforts, remplir cette caisse, mais on ne nous propose jamais une vraie politique de maîtrise de santé. Répondre rapidement sur les contrôles, peut-être aussi. Je vais juste déjà dire qu'en mettant le critère d'activité au RNS, ça va permettre à bon nombre de personnes de valoriser leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En les ayant en RNS, on va pouvoir leur accompagner, on va pouvoir donner des droits supplémentaires, notamment les indemnités journalières, qui, par exemple, quelqu'un qui est un petit travailleur qui se cache aujourd'hui une jambe, quand il a un problème et qu'il est au RSPF, qui gagne moins de 87 346 francs, il n'a pas de substitution de salaire. Là, il l'aura. Il y a un droit supplémentaire. À l'inverse, quand on est salarié et qu'on a un contrat de travail et qu'on a une activité par ailleurs, on n'a pas cette source de revenus quand on se casse aussi une jambe. Là, il aura les 2 droits. Il aura les prises en charge de ses indemnités dans les 2 régimes. Monsieur le ministre, avec ces conditions d'affiliation au RNS qui vont donc être modifiées, on estime que 11 000 personnes en provenance du RSPF passeraient donc au RNS. Est-ce qu'il y a un seuil aussi, parce que les cotisations, on ne peut pas en demander trop aux entrepreneurs qui gagnent peu d'argent? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? On a prévu de faire en sorte que les gens qui étaient au RSPF aujourd'hui,
quand ils passeront dans le régime du RNS, du régime des non-salariés, le pays prendra en charge leurs cotisations pour les accompagner. Il faut rendre vertueux le fait de se déclarer, le fait d'accompagner les gens, ce qui leur permettra d'avoir de vrais salaires et de vrais accompagnements sociaux. On va de l'autre côté, quand les gens vont passer du régime des salariés au RNS, puisqu'ils ont une double activité, être rigoureux vis-à-vis d'eux, les accompagner aussi. Mais il y aura toujours les plafonds d'activité qui permettront de ne pas trop cotiser quand même. Il y a un aspect quand même qui est inscrit dans ce projet de loi, c'est la possibilité au Conseil des ministres de moduler les taux de cotisation en fonction des secteurs d'activité et des zones géographiques. Nicole Sonka, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? De toute façon, moi, je suis contre le principe que ce soit le Conseil des ministres qui délibère après avoir fait passer la loi. Il faut que ça passe à l'Assemblée. Moi, je pense que c'est l'Assemblée qui devrait légiférer en toute transparence. Parce que des fois, on vote des textes, mais en fait, on n'a pas la main et c'est le Conseil des ministres qui va délibérer. Mais par contre, je reviendrai aussi sur le fait que ce transfert des 11 000 RSPF au RNS, pour moi, c'est biaiser les chiffres. Et après, on va nous dire, voilà, on a créé de l'activité, puisque au niveau du RSPF, on a une baisse. On a une baisse du nombre au RSPF. Et ça va engendrer encore une fois une charge supplémentaire, d'après ce que le ministre dit, parce que ça va être pris en charge par le pays et qui n'est pas chiffré aujourd'hui. Et surtout, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que depuis quelque temps, la CPS est dans une recherche d'économie. Et nous avons énormément de problèmes pour le renouvellement du carnet rouge, pour le paiement des cotorets, pour les évasans. Et on a l'impression que souvent, on revient vers la population pour de la solidarité, remettre de l'argent dans la caisse de la CPS, mais on voit aussi que c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès aux droits. Cédric Mercadal, très rapidement pour finir, parce qu'il nous reste une petite minute. Une petite minute. En fait, le but de tout cela, c'est de valoriser le travail, valoriser l'activité, arrêter l'optimisation et faire en sorte surtout une chose très importante, c'est qu'on ait une PSG beaucoup plus juste et qu'on cotise à hauteur de ses moyens pour qu'on puisse donner des droits à tous et qu'on puisse être dans un système contributif tel qu'il a été construit au départ, c'est-à-dire être généreux avec notre population qui en a besoin tout au long de sa vie pour toutes ces prestations. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, Madame la députée, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce débat consacré aux nouvelles conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Merci à tous les deux, donc, d'avoir accepté notre invitation. Le syndicat Fenoama, qui gère le CET de Paihoro à Taravao, a dû faire face à un incendie aujourd'hui. Le sinistre s'est déclaré aux alentours de 9h30 ce matin. Un objet avec une batterie aurait pris feu. La bâche d'étanchéité provisoire posée sur le haut des déchets s'est en partie consumée. Une quarantaine de personnes ont été mobilisées pour maîtriser l'incendie, mais la vigilance reste de mise. Les deux premiers tours de la RTT Rangiroa Pro se sont disputés aujourd'hui sur le spot de Avatoru dans des conditions plutôt favorables avec quelques opportunités de tubes. Vous le voyez, il y avait une vingtaine de Tahitiens en lice face à quasiment autant de surfeurs hawaïens. Mais le rapport de force a tourné à l'avantage des Américains. David Chong, bonsoir. Vous avez suivi cette première journée de compétition. Que faut-il retenir ? Bonsoir Maroki. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est la qualification de nos 4 Tahitiens au deuxième tour de cette RTT Rangiroa Pro. Il s'agit de Mihimana Bray, de Enrique Aritu, Teiva Tairoa et Vehiatua Prunier. Les juges de la WSL, vous l'avez dit, ont lancé les premiers et deuxième tours aujourd'hui. Vous l'avez dit également, les Hawaïens ont réussi à bien s'illustrer dans la journée avec les conditions qui étaient proposées. À titre d'exemple, la meilleure note, un 8.75, a été faite par un Hawaïen, Kala Noeo Desoto. Demain, nos 4 Tahitiens vont affronter 16
hawaïens, parmi eux quelques-uns des meilleurs surfeurs du classement provisoire WQS, notamment le premier, Cheyenne Crawford, qui a déclaré aujourd'hui qu'il s'était déplacé pour conserver cette première place. Voilà, donc demain la compétition devait reprendre vers 8 h et pourrait même se terminer dans la journée. On saura donc le nom peut-être du grand vainqueur de cette compétition. Merci beaucoup David Chang. Merci également à Marcel Bonneau à la caméra et à la transmission. Dans le cadre de la Semaine des droits de la femme, on vous propose de partir à la rencontre de Hinirava Parker. Cet entrepreneur va sortir un livre sur le poé, ce mélange de fruits, de tubercules ou de légumes écrasés avec de l'amidon. Un projet et une activité qui contrastent avec son ancien emploi. Portrait de cette chef d'entreprise avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Un immense rideau bleu à l'horizon comme cadre de travail. Un rêve pour certains, une réalité pour Hinirava. Et de la goyave ajoutée au menu depuis peu. Surtout j'ai eu de la demande autour de moi. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. Et puis j'ai essayé. Et puis je me suis dit, ça marche bien. Du coup, j'ai décidé de commencer à le commercialiser. Goyave, banane, papaye ou potiron, Hinirava a fait du poé son fond de commerce. Cette purée de fruits ou de légumes est le dessert tahitien par excellence. Après ça, je vais mélanger l'amidon. Je vais mélanger avec l'amidon et je vais mixer tout ça. Voilà. Et puis après, je mettrai un peu d'arôme vanille quand même, pour donner un peu plus de goût. Ici, des sachets de 800 grammes et d'1 kilo. Ils seront vendus en supermarché, près de 1000 francs le sachet. Un marché où la demande est importante. J'ai les grossistes et j'ai aussi les cantines. Donc, je travaille aussi directement avec certaines cantines de Tahiti, mais aussi quelques cantines des îles. Un mental de guerrière et des bras capables de soulever 2 tonnes de fruits et légumes par mois. De la préparation des matières premières à la facturation, Hinirava fait tout elle-même. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus travailler. Il y a des mois un peu plus creux que d'autres. J'ai pas droit aux arrêts maladie. Mais c'est une sensation en fait, que je peux pas décrire. Il faut l'avoir vécu pour me comprendre en fait. Après 9 années passées dans le salariat, Hinirava a décidé qu'elle serait son propre patron. Un apprentissage quotidien, parfois difficile, et des leçons apprises sur le tas. L'entrepreneuriat, une liberté qui n'a pas de prix à ses yeux. L'information principale de ce mardi, les bons alimentaires délivrés par les services sociaux vont être dématérialisés grâce à la carte Fatupu. 10 000 exemplaires de cette carte de paiement pour produits alimentaires doivent être distribués, mais le ministère des Solidarités est bien conscient que la transition va prendre du temps. La DSFE estime que 5 000 familles veulent encore rester dans l'ancien système des bons alimentaires. Sur vos écrans, ce soir, le documentaire Elle, puis 2 épisodes de la série The Glades, puis 3 épisodes de la série All Rise, mais ce n'est pas noté. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images de Rangiroa signées de notre équipe sur place. La page spéciale de la première journée de compétition, c'est dans un instant. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site